And good day to everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you happen to be. I understand that there are more than 300 people online following this debate today. Thanks all of you for being here and for participating at our panel discussions. It all started with an initiative that UNIDO launched together with our partners in the government of Morocco in 2017, about 3 years from now. We have accumulated now quite a valuable experience, and that we would like to share and have your views also on how we can move on from here, how we can make this perhaps more useful, more interesting still. The title of the event today is Tech Skills for Sustainable Water Management and Youth Employment in Africa. And we have chosen to illustrate it in 2 consecutive panels. A first panel will be made of colleagues who are actively involved in that particular initiative, so they can speak from experience and from their own hands-on take on this. And the second panel is broader in the sense that it includes a number of colleagues who have an interest in the subject in one way or the other without being yet directly involved in this particular project. The time will be rather limited. We have an hour and a half, and we have a very rich panel of as many as 8 speakers. We have divided it in 2 panels. As I said, the first one will include 3 speakers and will be wrapped up in about 30 minutes. The second one is larger because it includes 5 speakers and will be given in about 40 minutes. We would like this to be interactive and give our audience the possibility of reacting, interjecting, and Q&A sessions will be provided after the event. So for about 20 minutes or so, during which we'll have the opportunity of listening to the views and the recommendations, suggestions of the audience. My name is Philippe Scholtes. I was running the technical cooperation activities of UNIDO for over 7 years. And more recently, I have moved on and I'm now the Chief Risk Officer at UNIDO. So I work on enterprise risk management at this point. I've explained how we plan to organize this. So we have, again, a first panel with 30 minutes or so made of colleagues, experts who are directly involved in this project. And a second panel will be then reflecting on the possibility of improving upon the existing scenario or expanding it perhaps in other geographies, in other countries that, like Morocco, are scarce in their water resources. For us from UNIDO, our take on this project is essentially I would say at 3 strong points. One is that the idea of a cluster, I mean, delineating a cluster of professionals who depend on water in one way or the other, whether it be for recycling, reuse in industry, whether it be for drinking water, whether it be, and we have with the Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable, an excellent partner that has a wealth of experience in this field as well. A second interesting take for us, UNIDO, on this particular program is also the fact that it's an innovative public-private partnership. So we are grateful to have with us solid companies such as Festo Didactic and Aeon Realities for the augmented reality training medium. And a third aspect is that we wanted to build on this initiative as a stepping stone to learn in our Morocco Rabat experiment and to see how it can be expanded in other parts of the world. And again, the relationship has been excellent during the last 3 years. And this, what we want to reflect upon now is your views, your take on this, and again, how we can make it even stronger in the future. The speakers now in the first panel, as I said, are people directly involved in this. The first speaker in the panel will be Jen Nyclough.
who is the acting director of the General Development Office of USAID Morocco. USAID is kindly sponsoring this initiative and has been a very proactive partner, a technical partner of ours also, and we very much value this relationship. Second speaker will be Nader Imani, who is the Executive Vice President, Global Education of Festo Didactics. So that's one private sector partner and state-of-the-art technology in this particular field. And thirdly is Abderrafi Mardi, who is our key partner in the country. Mr. Mardi is the coordinator of the Moroccan National Institute for Water and Sanitation, l'Institut National de l'Eau et de l'Assainissement, et à l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable. Thank you all for being with us today. And we will discuss with you the H2O project in Maghreb, its relevance, impact, and so on. And the possibility of replication. The second panel then will be more focused on these possibilities of replication, and we are privileged to have with us at the time Paul Orengo, who is the Director of Programs of the African Ministers' Council of Water, Laurence Janssens, who is a water expert from Enabel and representative also in Mozambique and South Africa for Enabel, the Belgian Development Cooperation Agency. Daouda Touré, who is program manager with the EU delegation in Dakar in Senegal, and two representatives from Veolia, which is one of the largest companies in water management and waste and energy. That is Sandrine Foucault, who is Director of Plurality, Performance and Digital Transformation for Veolia Africa and the Middle East, and Faisal Dalil, who is the Human Resource Director at REDAL, which is the Veolia Morocco. All of them will be then discussing the challenges of implementing innovative solutions to water challenges on the African conditions. And as I said, there will be a question and answer session at the end. I hope that our audience will be engaged. As I said, we have more than 300 registered participants at this point from all over the world, and we hope that we'll be able to trigger their interest and that we will receive in return a lot of interesting questions. But without further ado, I would like also to thank our host, because this initiative is launched by our office in Brussels. And Patrick is our representative, the head of the UNIDO office in Brussels, and he's also representative to the Belgian government for bilateral matters. So Patrick is an old hand at UNIDO, has a very long experience in the organization. So welcome, Patrick, and please give us a few words from your point of view. The floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you, Philippe, and good day, good morning, good afternoon to all. I'm pleased to be here with you to this great event on the implementation of innovative solutions to water challenges on the African continent. So as Philippe said, I'm Patrick Gilabert, so the head of the UNIDO office in Brussels, in charge of facilitating UNIDO's relations with the EU. With the OSCPS as well, so the Organization of the African, Caribbean and Pacific States. And also the office is working with Belgian partners. In a nutshell, before being in Brussels, I was also based in the UNIDO office in New York, and I was representative in Vietnam, in Madagascar, and I spent 10 years working with Philippe at HQ on developing technical assistance in the field of investment promotion. But since we have the opportunity to speak in French and in English, I will use the interpretation facility and I will switch to French, if it is okay. Alors, tout d'abord, je suis heureux de constater que plus de 300 personnes sont présents à cette conférence. On m'a même indiqué qu'il y avait 315 ou 320 personnes. Cela montre l'importance du sujet. En effet, la consommation mondiale d'eau est en augmentation constante. Les prélèvements d'eau douce ont
triplé en 50 ans. Et cette demande, liée notamment à la croissance démographique, aux besoins de la production agroalimentaire, à l'amélioration des conditions de vie et au développement industriel, devrait encore fortement augmenter au cours des prochaines décennies, ce qui, associé aux effets du changement climatique, fera peser sur les ressources en eau une pression toujours plus forte. Or, dès à présent, plus de 900 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à des ressources suffisantes en eau potable, dont 340 millions de personnes en Afrique. Dans un tel contexte, une bonne gestion de l'eau est plus que jamais importante. Je suis donc particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de cette question si importante pour l'Afrique et mettre en avant des solutions innovantes comme le projet H2O Maghreb, le projet qui va nous intéresser au cours d'une partie de cette conférence. Cette conférence réunit un certain nombre de partenaires et je voudrais remercier sincèrement les intervenants qui ont accepté de participer à cette conférence. Festo, didactique, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, le bureau USAID au Maroc, Enabel Mozambique Afrique du Sud, the African Ministers Council on Water, la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Veolia Afrique Moyen-Orient et Veolia Maroc. Mes remerciements vont également à mon collègue Philippe Scholtes, qui a bien voulu faciliter cette conférence, et à mes collègues du bureau de l'ONU de Bruxelles pour leur support très important. Le projet H2O Maghreb a permis la mise en œuvre d'un partenariat privé-public très solide et exemplaire, bénéficiant dans ce cas aux jeunes femmes et aux jeunes hommes à travers des formations qualifiantes dans le secteur de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Ça a permis aussi de bénéficier aux entreprises d'approvisionnement en eau potable et aux centres de formation professionnelle en gestion de l'eau, ainsi qu'aux formateurs. Ce projet donc est un modèle qui a vocation à être largement connu, comme on le fait maintenant, et pourquoi pas à être développé sur l'ensemble du continuum de l'Afrique. Je vous souhaite donc une excellente conférence et espère que les bonnes pratiques discutées aujourd'hui pourront être mises en œuvre à travers l'ensemble du continent africain. Je vous souhaite donc une bonne conférence et je te redonne la parole, Philippe. Merci. Merci Patrick pour cette introduction. Before we move on and in the depth of the subject, just a few words of webinar etiquette here. I think that would be nice if the speakers could leave their camera on so that we see that the panels are there. But of course, only the one who speaks should unmute the microphone. Otherwise, there are some audio disturbances. So please, speakers are welcome to leave their camera on. Now, we would like to start with a short video that will introduce beyond what Patrick just explained now, that will introduce the H2O Maghreb project. So Flora, if you can share the screen, please. Thank you. Water, once an abundant natural resource in Morocco, is becoming scarce due to droughts and overuse. Morocco, like many other countries in the region, has an increasing water demand, with at the same time depleting water resources. Nearly 30% of Moroccans remain without reliable access to drinking water. Only 20% of the country's collected wastewater is treated. So how is Morocco planning to tackle these challenges? H2O Maghreb was launched in 2017 as a training program to equip young Moroccans with the skills needed to improve the country's water management. Different training modalities give the trainees a holistic perspective on the skills needed to operate and maintain modern water facilities. Students learn how to master dangerous situations in wastewater treatment plants with
innovative virtual reality tools. Hands-on training through cutting-edge environmental discovery system helps to understand complex relationships in water management. The H2O Maghreb curriculum is nationally accredited and instructed by internationally trained experts. H2O Maghreb is also focusing on boosting the employability of youth in the water sector, in particular women. More than 80% of the students in the first intake are female. Over 50% of the first intake of trainees got a job offer before graduation. Industries, agriculture, public entities, private water suppliers, autonomous water boards, water treatment companies are all looking for skilled workforce. Thank you. So after this brief introduction of the project, let's move directly to the panel debate. And my first question would be aimed at Jen Nyclough at USAID Morocco. So Jen, if you can in a few words tell us what has been H2O Maghreb's unique value proposition to tackle the problems of water scarcity and youth employment in Morocco. I mean, there must be a good reason why USAID has agreed to join this initiative. So if you can tell us what these reasons are and how was the project concept well aligned to USAID's priorities in Morocco? Please, the floor is yours. Sure, great question, Philip, thank you. So H2O Maghreb's greatest value for us in addressing water scarcity and youth unemployment to attract young people to the sector is with a blend of theory, hands-on practice, and new technologies. This blended type of learning is relatively rare in the country based on our experience, which still uses remote memorization in the classroom. Young people and their trainers have a level of enthusiasm not usually seen in vocational or even university settings in the Middle East and Africa because of these types of blended technologies. The program has successfully prepared its trainees for the workforce with 75% of the graduates employed within 6 months of graduation, a very good record for the country. And surprisingly, as the video said, young women make up a majority of each of the cohorts and are usually at the top of their class. And this is interesting because this field is normally considered man's work. To the last point, the water sector presents young women with an excellent, if not traditional, professional trajectory. Max and I participated yesterday in an American Chamber of Commerce event where both of the leading Moroccan government water experts were women. This in a country that still faces an enormous economic gender gap. I guess as far as our priorities, H2O Maghreb is very aligned with the needs of Morocco, where water is scarce and becoming more so, despite the fact that we've had a great week of rain for the first time in a couple of years this week. It's in line with our strategy for the country and also in the way in which the project teams interact with our government and education stakeholders to co-design the curricula. The H2O Maghreb activity is drawing attention to the issue of water scarcity and is now the jewel in the crown for the integrated water strategy of USAID Morocco and the US Embassy in Rabat. In addition, it is providing a new model for youth employability, the core issue that our Moroccan stakeholders have identified as the most critical issue to tackle in the country from a development perspective. I hope that answers your question. Yes. Yeah, you did. Thank you very much, Jen, for outlining the relevance of this project from the viewpoint of USAID in Morocco. Let me move now to the private sector. And one of the rich features of this panel debate is that it mingles somehow the views of private partners, public institutions in Morocco, outside Morocco, in the African continent, in Europe, and so on. So it's a very rich interaction amongst different walks of life. And we are now switching to the private sector. Festo talking about technology. Festo is at the cutting edge of this kind of automation
technologies, and Festo Didactic in particular has been a great asset in this project. So Nader, if you can explain what has been Festo's role as a private sector partner in the project. You may wish, by the way, speaking there mostly for the private companies, that you are welcome to say a few words about your own line of work as well, line of business, in other words, for the benefit of the larger audience. Of course, we know you, we know what you work on, but think that there are 300 people out there who may not have the same level of knowledge about these different businesses. So please, Nader, the floor is yours. Yes, thank you, Philippe, and thank you for having me here in this forum. Festo is basically an industrial company that brings automation to the world. And as a part of our mission is also to provide productivity not only by means of technology, but also by means of skills and education. Education of industrial, let's say, technology that are in permanent change. So our role in the project H2O Maghreb was to contribute on the Novum, and Novum on 3 different pillars, in technology, in education, but also in socio-economic impact. Well, in technology, because it has been encapsulating smart technologies, technology actors, sensors, processors that are pretty much required by the water sector nowadays, fresh water, but as well as the wastewater management. And this really in the education, with a didactic or a proper didactic to provide the right education methodologies, as we just call it, water tech. And this is pretty much really much demanded nowadays in an increasing sector, but also the use of digitizations that the sector is really requiring as well. So this was, let's say, the Novum on technology, but in education. Well, design of a modular curriculum for really a further education, really reskilling and upskilling of young adults or adults in the water sector, but also laying the ground for a basic education, a proper dedicated education to technicians in water and wastewater. And this has been the benchmarking of 2 professions that are existing in Germany. That's a technician for water and a technician for wastewater. These 2 professions have been existing since mid-80s. And we have been really merging these 2 professions in creating one common body with degree of specializations that would be required in the urban areas, but also in some extent in the industrial sector. And the role has also in the term of impact on socioeconomics. Well, it has been really a contribution in environmental science of engineering, as we just say, more than greening skills, but the real green skills. The role of an industrial education company really to innovate for the future of education as an answer to the mega trends that our century are facing. Well, not only in terms of scarcity of water, but also in terms of employment and job creation. Over back to you, Philip. Thank you. Now, there is fascinating, and in fact, this new field of aquatronics that blends together mechanics, electronics, hydraulics, and is really at the core of this project. And I find it fascinating to see how we can build on this and bring together these different streams of work and expertise. Let me now switch to a most important partner there, and Abderrafi, it's a pleasure to see you again here. We've been working then for more than 3 years with your institute, with the Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable in Rabat. If you can tell us in a few words now that what has been the impact of the project and the training programs that it has delivered until now on Morocco's water sector so far. Please, the floor is yours. Ok, merci Philippe. Alors, pour appréhender l'impact du projet H2O Maghreb, il faudrait revenir sur les défis et les contraintes très rapidement du secteur de l'eau que connaît le Maroc. Pour aborder au moins 2 niveaux de ces contraintes-là. Je me limiterai aux contraintes environnementales pour dire qu'au Maroc,
les ressources en eau se font de plus en plus rares, avec une répartition inégale dans le temps et dans l'espace. Un autre niveau de défi et de contrainte, c'est le niveau socio-économique, puisqu'au Maroc, on connaît un développement industriel important qui se traduit par une demande croissante en eau. Et pour répondre aux besoins de cette demande croissante en eau, il faudrait construire des installations, une infrastructure de plus en plus importante. Se pose alors la question de l'entretien, de la gestion et de la maintenance de ces installations. D'où l'on a besoin de personnel qualifié pour ce faire. Si au Maroc, on n'a pas de problème au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre de niveau ingénieur, au contraire, pour les autres niveaux de cadres intermédiaires, des techniciens et des opérateurs, nous avons des difficultés à en trouver, notamment pour des spécialisations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, puisqu'il n'y a pas actuellement de filière dédiée à ce type de formation au Maroc. Ça n'existe pas, il faudrait les développer. D'ailleurs, plusieurs études ont démontré ce besoin. Je citerai plus particulièrement l'étude sectorielle effectuée par le ministère ou le département de la formation professionnelle au Maroc qui a abouti à ces lacunes, à ce manque en termes de main-d'œuvre pour le secteur. D'autres organismes tels que l'ONUDI a fait aussi ses propres études et a abouti aux mêmes conclusions. Concernant l'impact à proprement parler, donc on peut parler d'un impact immédiat sur le secteur de l'eau, puisque durant les années du projet, d'existence du projet, notamment les 2 premières années, nous avons pu former plus d'une centaine de professionnels qui travaillent déjà. Nous avons assuré des formations de courte durée, formations continues, bien sûr, et ça a bénéficié, comme j'ai dit, à plus d'une centaine de personnes. Nous avons aussi organisé des formations qualifiantes au profit d'une centaine d'étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme de technicien, mais pour des spécialités différentes. Nous leur avons donné des formations qualifiantes sur des périodes de plus de 6 mois. Ils sont maintenant opérationnels. Ils ont été mis sur le marché du travail. Et bon nombre, comme cela a été dit dans le film, bon nombre d'entre eux a pu trouver facilement du travail dans le secteur de l'eau parce qu'ils en ont maintenant besoin. Un autre impact qui n'est pas des moindres, c'est sur notre système de formation qui est l'Institut, notre Institut international de l'eau et de l'assainissement. On peut dire qu'aujourd'hui, nous disposons d'une formation qui existe et qui fait recours à tout ce qu'il y a comme de plus développé en matière de technologie, de réalité virtuelle, de e-learning. Et donc, ce sont des formations très sophistiquées, si je puisse dire ça comme ça, et qui sont disponibles. Sur le long terme, on peut dire qu'aujourd'hui, nous disposons de curriculums et de programmes de formation pour former des techniciens et des opérateurs sur de longues périodes. Donc, là, nous nous adressons à ceux qui s'intéressent à ça. On peut partager avec eux ces ressources, disons, de curriculum et de programmes. On peut dire aussi qu'il y a eu un autre impact au niveau des ressources pédagogiques qui existent et qui sont disponibles à notre niveau institut, grâce bien sûr à la collaboration de nos partenaires privés que je remercie ici, donc Aeon Réalité et Festo, notre ami M. Nadir Imani. Ces ressources sont mutualisables. Une expérience que nous avons capitalisée et que nous sommes disposés à la partager avec ceux qui souhaitent en bénéficier. Donc, en somme, on peut dire qu'aujourd'hui, il existe une plateforme de formation professionnelle existante au Maroc dans les métiers de l'eau et de l'assainissement qui est de nature à développer, à renforcer l'employabilité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Maroc. Voilà, et merci. Merci Abderrafi. Je crois que votre expérience sera précieuse pour le panel suivant quand il s'agira d'étudier les acquis de ce projet et en particulier l'impact que ça a eu sur la formation. Comme vous dites, le nombre de personnes qui ont été formées, comme Jen l'a mentionné aussi, le fait qu'une majorité d'entre
soit des femmes, des jeunes femmes, le fait que la plupart soient parvenus à trouver un emploi assez rapidement dans les secteurs, les différents corps de métier de l'eau. Donc tout ça sont des acquis de ce projet qui vont inspirer, je suis sûr, le panel suivant. If I may now then move on to a quick second round of questions from the same panelists also, and turning again back to Jen. About this time, the partnership idea, and in what way, from your point of view, from your perspective, has the project partnership approach reinforced its impact and sustainability, please? That's another great question. So from our perspective, H2O Maghreb is the model of a partnership and has demonstrated the role of the private sector in bringing science and technology to the forefront of skills training and developing a highly adaptable approach to instruction in water sector management. They've developed the private sector with Monsieur Mardi, who's a great partner of ours as well, have developed about 20 training modules related to various water subsectors as well as climate change, such as energy optimization, industrial wastewater management, desalination, rainwater management. These are things that USAID couldn't do alone. So it's been a great partnership for that. Also, the best partnership outcome, I think, is that now our private sector partners, Festo Didactic and Eon Reality, have both shown commitments to investing in other sectors and regions of the country. So for us, they've become really true partners of USAID as well as the Kingdom of Morocco. And really, you can't have anything better than that. Thank you. That's very nice to hear. Now, if we can move on and go a little deeper in the public-private partnership and with Festo in particular. So Nader, if you can explain also from, again, your specific angle, in which way did the private sector's expertise and technologies contribute to the success of this project in Morocco? Oui, merci Philippe. Well, I think the contribution was really to be bold and fast in terms of taking bold steps and really be fast in scaling up the program and bring it really on the operational. And I have really to say that this has been also a kind of risk mitigation from the private sector using a PPP or a PPDP in this case, development program, has been a fantastic instrument for the private sector to take this bold step. Maybe a step that we would have not taken if we were alone. And we have taken because we were together. So this is also a fantastic example for SDG 17 from my perspective. It has been also a kind of connecting people, connecting experts from different countries, in particular, in this case, the world of water and professional waters in Germany, and also the professional water in Morocco. And also connecting the supply and demand of water education. And this has been a great success and honestly spoken, a very good experience for Festo. But also in terms of gaining experience, this has been also a kind of excellent contribution from Festo to really put our 60 years of technical education experience of do's and don'ts that we really had to gather all over these 6 decades in this particular case and make sure that we are rightly using the technology in education and education in technology. In other words, how to match the tech ed and ed tech together for learning efficiency in a given moving and changing technology. Back to you, Philippe. Merci, merci. Now, je me tourne une fois encore vers Abdelrafi pour avoir son opinion comme étant le partenaire principal de ce projet. Et c'est vous dont l'expérience sera la plus intéressante quand il s'agira d'élargir la portée de ce projet. Alors, au départ, je crois qu'on envisageait plutôt une expansion géographique, c'est-à-dire ce qu'on a fait au Maroc, peut-être d'utilité dans d'autres pays du continent, voire au-delà. Mais Jen a mentionné une autre dimension aussi, qui est une expansion sectorielle, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans le secteur
de l'eau peut très bien être appliqué aussi avec les mêmes partenaires, plus ou moins peut être appliqué à d'autres secteurs de l'économie marocaine cette fois-ci. Alors, quel est votre point de vue sur la question, s'il vous plaît? C'est-à-dire, bon, grâce au projet H2O Maghreb, donc nous avons pu développer une expérience, en particulier pour ce qui est du montage, la conception des projets de formation qualifiante et des formations de base, chose que nous n'avons pas par le passé par rapport à cette thématique de l'eau. Et donc, nous disposons, grâce à ce projet aussi, d'un ensemble de ressources et de supports de formation qui, tout cela combiné, nous permet d'avoir à notre disposition une plateforme et un modèle. Ce modèle peut être dupliqué, répliqué ailleurs. D'ailleurs, actuellement, on peut dire que nous sommes en contact avec plusieurs partenaires, que ce soit au niveau du Maroc ou bien au niveau de le continent africain en dehors du Maroc. Au niveau du Maroc, nous sommes en contact avec plusieurs universités qui ont montré leur intérêt pour mettre en place des filières de formation dédiées à l'eau et de l'assainissement. Il leur manquait, comme je disais tout à l'heure, il leur manquait une sorte d'expérience et il leur manquait aussi des ressources pour que la formation soit de qualité et efficace. Maintenant, avec ce que nous avons développé, on est prêt à partager avec eux tout ça et ils se réjouissent pour pouvoir développer à l'avenir ce type comment dirais-je, de formation et de cursus. Pour les partenaires en Afrique, nous sommes aussi en contact avec un certain nombre d'entre eux. Bon, nous avons des contacts très, très avancés avec nos partenaires au Burkina Faso, par exemple. Je citerai cet exemple de Burkina Faso. Nous sommes bien avancés et nous avons même tenu des séances de travail, des échanges en partenariat avec l'UNIDI ici, le bureau de l'UNIDI au Maroc, pour pouvoir transférer notre savoir-faire et installer même l'équivalent du projet H2O Maghreb localement. Des feuilles de route ont été bien élaborées, elles sont en cours de finalisation. Malheureusement, avec la pandémie Covid, nous n'avons pas pu aller de manière très rapide, ce qui fait qu'on a été un peu retardé dans notre approche commune. Mais nous espérons qu'avec le début de l'année prochaine, on pourra rattraper le retard. Ceci dit, ces initiatives sont très intéressantes, mais il doit y avoir un certain nombre de conditions pour que ça réussisse. Je citerai deux conditions de réussite à ce sujet-là. D'abord, il faut continuer à travailler et à encourager ce partenariat public-privé, parce qu'avec ce partenariat, notre expérience nous a montré que c'est très utile. Nos partenaires privés sont plus souples que nous, qui sont des administrations publiques. Ils sont plus souples, plus agiles, plus flexibles, et puis ils ont un apport, une expérience qui est riche, développée, comme disait M. Rimani, donc l'usage de la technologie dans le domaine de la formation. Et donc, ce partenariat-là est très, très important pour la réussite des projets s'il s'agit de le dupliquer ailleurs. Je m'adresse aussi à ce niveau-là aux instances, aux agences d'aide au développement et aux bailleurs de fonds pour pouvoir contribuer. Parce que, vous savez, les secteurs publics en Afrique, à eux seuls, ils ne peuvent pas, disons, ils auront des difficultés à mobiliser les fonds nécessaires. C'est pour cela que je m'adresse aux bailleurs de fonds et aux agences d'aide pour qu'ils soient présents et accompagner le projet comme cela a été fait pour notre cas, H2O Maghreb, de la part de l'USAID que je remercie ici. Et merci. Merci Abderrafi, and you're making my task easy by introducing nicely the next panel. The next panel will take on the perspective of outsiders in the sense of not directly involved in this particular initiative in Morocco, but they have a broader view on how that could be made relevant in other parts of the world. So as a first speaker, I would like to ask Paul Orengo from the African Ministers' Council on Water to tell us from the perspective of Africa as a whole, as a continent, what are the main challenges the water and sanitation sector is facing,
And what role would the youth and skill development play in your efforts to increase effective management of water resources across the continent? Paul, please. Thank you so much, Felipe, and I will attempt to address your question. With the first part, of course, giving a wider perspective and overview as to the challenges that face that youth particularly face in the water and sanitation sector in Africa, but also what we are doing as the African Ministers' Council on Water to try and address those very issues. Well, the critical challenges to youth engagement in water and sanitation are a combination of constraints in the social, political, economic, and physical environment. Even though most people, regardless of their occupation, age, social status, and political views, will agree with me that water is life and sanitation is dignity, the water and sanitation sector remains very low on the continent's development agenda. And this is a fact that is supported by statistics from individual member states of the African Union and by extension, the regional bodies that have these types of data. So the following are some of the issues that I would like us to consider and to bring to the perspective in addressing the issue of youth, particularly in the context of water and sanitation engagement. So resources allocated to the water and sanitation sector at the moment are not enough, and budgetary allocations are lacking in most countries of Africa. More resources are instead assigned to cultivate personnel for industries such as security, tourism, despite the enormous need for human resource capital in the water and sanitation sector. In addition to that, there is a lack of capacity even in training institutions where training programs are not holistic or they foster the silo approach where a training is designed to respond to a given need and not generally permeating into the sector-wide and probably extending slightly beyond the water and sanitation sector insofar as the interconnection of sectors are concerned. There is also lack of adequate skills required for youths to get jobs and low pay, especially in the government sector, which leads to skills flight, a mismatch in skills, which means that we may not be able in the event that even when we train these youth to retain them and to keep the skills that we develop within our countries. So the poor and the aging infrastructure in the sector also reflects the poor career guidance in the industry, which makes it difficult for the youth to see water and sanitation sector as an avenue for personal development. You may agree with me that the youth population tend to be more agitated, more versatile, more interested in opportunities and job openings that offers them the opportunity to engage on technology and latest innovations. In Africa, therefore, youth are commonly perceived also as a problem rather than as a valuable resource. Adults often interpret youth energy as unruly, and shifting roles models, evolving language often result in communication barriers. And so as a result of all these issues, most youths lack the ambition or willingness to take any responsibility. There is therefore among the youth a common trend to get rich quick, which impacts the choices they make, and many prefer not to invest in long-term goals and look for short-term contracts that provide instant gratification. This divide between age groups leads to poor skills transfer across generations, as we have seen. So inadequate education, limited knowledge, inability to access information, and lack of marketable skills compromise their ability to participate economically, and an employment market where jobs are given on the basis of relationships and bribes rather than merit is also demoralizing to the youth.
So access to financing, as Madi mentioned, for education and entrepreneurship is constrained as well, and funding for innovations even more so. Despite many youths are conscious of their responsibility to themselves, and their communities are making efforts to address environmental challenges. While youth are strongly connected through the growing prevalence of social media, they come from diverse realities and lack a platform that can consolidate and coordinate their efforts to address the challenges they face in accessing water and sanitation for themselves and their communities by extension. These and numerous other challenges faced by the youth must be taken into account in forging a strategy for youth engagement in water and sanitation sector in Africa. So, distinguished panel, ladies and gentlemen, so the African Ministers' Council on Water recognizes the invaluable role that Africa's youth play and can contribute to promoting water and sanitation priorities. AMCAO recognizes their unique contribution as agents of change and rights holders. It further values the unique characteristics of youth, including their capacity for creativity and innovation, and their dedication and energy in raising awareness and changing behaviors through the mobilization of their peers and networking. It is on this premise that AMCAO is working to position youths as key stakeholders both now and in the future. AMCAO is engaging the youth of Africa as a way of encouraging and supporting their greater participation in the achievement of continental sector goals and targets. Pursuing this objective in partnership with youth organizations and other partners will be guided by principles of the right to water and sanitation, inclusiveness, partnerships, and integrated water resources management principle. While the issues around water and sanitation are broad and varied, and AMCAO is working to mainstream youth in all these issues, the strategy and development process has focused on identifying key issues where youth have an advantage and bring clear added value as agents of change. Building on these different assets and challenges of youth in development, the entry points for youth engagement have been defined by the African Ministers' Council on Water along the following 5 important pillars. And the pillar number 1 is that mobilizing youth energy and enthusiasm for action towards social and economic productivity. The second being preparing young people to build careers and play a productive role in the water and sanitation sector to ensure sustainability in the industry. Third being tapping youth creativity and openness to change through support to innovation. Fourth, ensuring that youth as a large, vulnerable, and marginalized segment of the population have a voice in decision-making, and so to improve governance and leadership in the sector. And finally, utilizing the social networking skills and habits of modern young people to promote a cross-sectoral approach to water and sanitation issues. So the above areas are entry points where the African Ministers' Council on Water is mobilizing youth to add value through their engagement in water and sanitation. I thank you so much, Philip, for the opportunity, and over to you. Thank you, Paul, for sharing the perspective of AMCAO, the African Ministers' Council on Water. It's very interesting to see the strong link that the ministers and the council see between water as a resource and youth and youth development. So that goes very well along the lines of this particular initiative in Morocco. Now, leaving Morocco to fly right across the continent all the way to Mozambique, where Laurence works as a representative of Enabel there. And we would like to hear from you, Laurence, on the basis of Enabel's experience in Mozambique. How can technology and digitalization contribute to climate-smart access to safe and affordable drinking water for vulnerable populations there? It's quite a long question, but I'm sure the answer will be exciting. Please, the floor is yours. Thank you.
Je vais choisir de parler en français, vu qu'on a beaucoup parlé en anglais. Please, yes, of course. En fait, je dois désactiver. Bon. Voilà, donc la dia suivante. Enable est présent. Est-ce que vous pouvez faire défiler, s'il vous plaît? Next one, please. Ah, OK. Donc, Enable, en tant qu'agence belge de développement, met en œuvre et coordonne la politique de développement international de la Belgique. Mais elle travaille donc principalement pour l'État belge ainsi que pour d'autres bailleurs en visant à augmenter l'impact de la Belgique en tant qu'intermédiaire. Donc, elle travaille également pour l'Union européenne ou le Green Climate Fund, où elle est accréditée, et encore d'autres bailleurs. Dans ses missions, elle s'aligne sur l'agenda des SDG et s'intéresse plus particulièrement à 5 enjeux globaux dans sa stratégie, qui est entre autres l'environnement, le changement climatique, la mobilité humaine, la paix et la sécurité, les inégalités sociales et économiques et l'urbanisation. Dans le cadre du changement climatique, Enable a décliné sa théorie du changement dans le secteur de l'eau en relation avec le changement climatique. L'agence prétend accompagner la transition vers des sociétés bas carbone, résilientes au changement climatique, qui respectent, préservent et gèrent durablement les écosystèmes et l'environnement. Pour cela, tout ce qui concerne l'eau et les ressources en eau doivent intégrer les enjeux des changements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les écosystèmes soient en équilibre, surveillés et protégés face aux modifications du cycle de l'eau. Et malgré les conséquences du changement climatique, les ressources en eau doivent demeurer accessibles, partagées de manière équitable et utilisées durablement par les sociétés humaines. Tout cela vise effectivement à avoir un impact sur le changement climatique au travers du cycle de l'eau et avoir aussi bien des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation. Suivant. La dia suivante, s'il vous plaît. La Belgique et le Mozambique ont un partenariat qui existe depuis précédente, s'il vous plaît. Voilà, merci. La Belgique est un pays partenaire du Mozambique depuis 1999. Elle est active dans la moitié des provinces du pays et les secteurs clés s'intéresse principalement au nexus entre l'eau, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. En plus de ça, elle s'intéresse également aux questions de santé, puisque l'eau a un impact sur la santé, et la gestion des finances publiques, puisqu'il est aussi important de savoir quelles sont les ressources mises à disposition pour pouvoir avancer. Suivant. Le projet au Mozambique part d'une analyse. Next one, please. Donc, le projet au Mozambique s'est principalement intéressé à une petite analyse succincte de la situation avant de pouvoir commencer. On s'est rendu compte que principalement, il y avait surtout beaucoup de pompes manuelles, mais qu'elles étaient malheureusement détériorées ou la majorité des infrastructures étaient abandonnées. On est dans un contexte très pauvre, puisque l'indice de développement dans les classifications des Nations Unies positionne le Mozambique à la 180e place sur 189. La gestion locale est en général faite par les comités d'eau, mais qui ont une très faible compétence technique et aussi une faible compétence financière. Le prix de l'eau est instauré par décret et donc il est très bas, mais étant donné aussi que ça produit de faibles revenus, il y a une faible part de ces revenus qui peut être allouée aux réparations. Il y a aussi une limitation au niveau de tout ce qui est l'accès aux pièces détachées et aux réparations. Il y a très peu de transferts de gestion à des opérateurs privés via des services après-vente. Et en plus de ça, dans un grand nombre des provinces du Mozambique, il y a de nombreux aquifères qui sont des aquifères d'eau saumâtre. Et donc, l'eau qui est pompée est impropre à la consommation, ce qui fait aussi que la durée de vie est encore plus limitée pour les infrastructures. Le Mozambique présente une situation qui est très différente d'une province à l'autre, mais cette situation
et concerne 40% du pays. Suivant. Merci. En quoi est-ce que ce projet au Mozambique est intéressant? C'est parce qu'il a voulu innover et s'intéresser à tout ce qui était la formation, puisque par rapport aux défis que cela présentait, il était évident qu'il fallait avoir une forte composante à ce niveau-là. Et donc, un choix de technologie et d'approche adaptée ont été ciblés de manière à améliorer la gestion et la durabilité de services de l'eau. Le premier était de digitaliser, c'est-à-dire pour avoir les informations nécessaires à la prise de décision. La première province dans laquelle on est intervenu, qui est une province qui est également qui a accès sur l'océan, on se rendait compte que, par exemple, dans toutes les informations digitales qu'on avait, on avait un certain nombre de points d'eau potables qui se trouvaient dans l'océan, ce qui était tout à fait impossible. Donc, pour cette raison, on a recréé une base de données sur base de tous les forages, de manière aussi disposée ainsi d'un outil de suivi pour les autorités régionales. Tout ça a été accompagné de formations et d'équipements mobiles pour tester la qualité de l'eau. C'est-à-dire que les gens n'allaient plus en mission pour relever les données, mais chaque fois qu'ils passaient à un endroit pour différentes raisons que ce soit, ils prenaient les données. Ça nous a permis très, très rapidement, parce que c'était digitalisé, parce que tout le monde qui se déplaçait avait ces outils et pouvait les utiliser, de recréer et d'avoir un nombre très élevé de bases d'informations techniques. Autre élément innovant et qui était en réponse au contexte naturel et qui était lié au changement climatique, c'est qu'on a fourni et installé des unités de dessalement autonomes qui fonctionnaient sur des panneaux solaires et sans batterie, ce qui était tout à fait exceptionnel au niveau africain, parce que la majorité des installations qui existent et qui font du dessalement, donc on parle ici de districts qui se situent en moyenne à 200 ou 300 km de la mer. Donc on parle bien de pompage dans des nappes. Et il y a eu des organisations de séminaires sur tout ce qui était la technique du dessalement, parce que ce n'était pas du tout connu au Mozambique. La question pour laquelle on s'est intéressé à la question des batteries et qu'on a finalement innové là-dedans, c'était que souvent l'élément limitant quand on travaille en énergie renouvelable, c'est les batteries pour pouvoir accumuler l'énergie, pour pouvoir avoir de l'eau en continu, ou au moins à certaines périodes de la journée. En ce qui concerne les énergies renouvelables, évidemment, le Mozambique est un contexte fantastique, vu toutes les ressources dont elle dispose et sur lesquelles elle a investi dans les 10 dernières années, mais ce qui n'était pas le cas dans le passé. Un troisième élément qui nous semble très important au point de vue technologie et approche était l'implication d'acteurs privés. Donc, ce n'est pas qu'on ne voulait pas travailler avec les comités d'eau, mais étant donné les technologies qu'on utilisait, il était important de pouvoir associer des acteurs privés pour améliorer la gestion du service et stimuler le développement et la diffusion technique localement. Ça a été prévu et de manière anticipative, de manière à avoir un service après-vente qui était inclus dans tous les contrats de fourniture et qui s'appuie effectivement sur des opérateurs privés locaux et qui a permis de développer, même dans des zones très reculées et très pauvres, ça a permis d'attirer certains opérateurs qui ont vu là une nouvelle corde à leur arc, de manière à développer leur commerce, si on peut dire, tout en restant et en respectant le prix de l'eau tel que exigé localement par les décrets. Pour cela, il a été essentiel d'avoir de la formation et d'assurer un suivi en continu. On va vous montrer maintenant un petit film assez court, de manière à voir tous les résultats qui ont été atteints. Next slide. Ou si vous pouvez faire démarrer le film.
donc, le dernier slide, s'il vous plaît. En conclusion, un des résultats. Le suivant, le dernier. Merci. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ceci? Les résultats atteints par ce projet qui a quand même permis d'atteindre 7200 personnes et qui était une échelle assez petite, a clairement permis de prendre en compte toute le dessalement dans la stratégie nationale de l'eau qui a été adaptée en 2019, alors que ce n'était pas du tout prévu précédemment parce que, bon, parallèlement à ça, il est clair qu'on se trouve dans des mesures d'adaptation et d'atténuation dans le contexte de changement climatique, adaptation dans le secteur de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on essaye de travailler d'une autre manière que ce qui était fait auparavant, d'avoir un certain nombre de mesures qui permettent une certaine résilience par rapport au changement climatique et une fourniture d'eau potable à une population qui sinon n'en aurait jamais eu. L'atténuation, tout simplement parce qu'on utilise des énergies renouvelables pour pouvoir y arriver. On en est actuellement à le lancement d'une troisième phase du projet sur des fonds climatiques de la région flamande et on prévoit une extension du projet de manière à pouvoir répliquer dans d'autres provinces qui ont les mêmes caractéristiques géomorphologiques et qui doivent faire face au même genre de défis. Dans le futur, on ne s'intéressera pas uniquement à la question de l'eau potable ou de l'eau de boisson. On a aussi d'importants projets dans le cadre des énergies renouvelables auxquels on vient d'ajouter une composante supplémentaire de 10 millions d'euros qui va pouvoir permettre, dans d'autres provinces, puisqu'elles n'ont pas la même problématique, il y a de l'eau, mais elle est en diminution, qui vont permettre de travailler principalement sur l'eau productive et l'énergie productive. Parce qu'effectivement, au niveau du Mozambique, UNEV a beaucoup travaillé sur ce qui était l'utilisation sociale de l'énergie, mais pour pouvoir arriver à un développement, pour nous, il est très clair qu'on doit travailler aussi sur tout ce qui est l'utilisation productive, aussi bien de l'eau que de l'énergie, de manière à effectivement, dans le cadre du nexus eau, énergie renouvelable, sécurité alimentaire, assurer une sécurité alimentaire et un développement économique d'un autre niveau. C'est aussi pour ça que énormément de formations techniques pour les usagers et le secteur privé sont données, qui a aussi, tout est conçu de manière à renforcer le secteur privé, de manière à ce qu'ils aient accès au marché et améliorer le climat d'affaires qui n'est très certainement pas comme au Maroc, il est plutôt au contraire, mais ça implique aussi la création d'emplois durables et une nouvelle catégorie de personnes formées ou de nouveaux métiers dans le secteur de l'eau. Merci pour nous avoir invités et nous avoir permis de faire cette présentation. Merci, Laurence. That was extremely interesting and raises many questions, but unfortunately we have our time to keep, and I have to move on to the next speakers. This time we move to another private company, a very large private company working in resource optimization in general and in water in particular. So the motto of Veolia is resourcing the world. So we want to hear more about it, and we want to hear from you, Faisal and Sandrine. First question aimed at Sandrine, perhaps. What has been Veolia's strategy to address skills and trainees' needs? Please. Eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que toutes celles et ceux qui nous écoutent... We can't hear you very well. Ah, vous m'entendez mal? Non, si vous pouvez augmenter le volume, peut-être. Alors, là, est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Non? Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi j'entends très bien. Bon, est-ce que vous êtes le seul ou... Moi aussi, je vous entends. Bon, alors je vais continuer comme ça, si vous me permettez. Pour... Mais je ne sais pas si monsieur l'interprète vous entend. Ah, d'accord. Alors, est-ce que je peux avoir un petit signal de l'interprète pour savoir si ça marche? Bon. Alors, je vais continuer.
Bon, bah écoutez, en tout cas, je vais vous parler effectivement de Veolia et essayer de répondre à la question posée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Veolia soutient, comme les organisations d'ailleurs qui viennent de présenter leur stratégie, depuis 2 décennies à peu près, nous soutenons le développement des utilities dans plusieurs pays d'Afrique. Notamment, on l'a eu fait pendant longtemps au Gabon. On continue d'être très présent au Niger, en Namibie, au Ghana, en Guinée-Conakry, en Afrique du Sud et puis bien sûr au Maroc. Alors, chez Veolia, nous contribuons non seulement au développement économique durable et je dirais au progrès social de plusieurs pays africains, mais nous accompagnons aussi fortement le développement des savoir-faire locaux pour justement faire face aux challenges des nouvelles techniques et technologiques, des métiers et de l'eau et de l'assainissement. Et puis aussi pour faire face à l'émergence d'outils et des services tels que par exemple les nouveaux moyens de paiement par téléphone portable, les centres d'appel, le télérelevé des compteurs, etc. Cependant, je dirais que face à ces évolutions, nous avons aussi fait le constat d'un déficit global croissant de compétences locales. C'est ce qui a été dit précédemment également. Et cela malgré le développement d'offres de formations initiales. Les offres locales, pour nous, elles ne sont pas suffisamment nombreuses et ne permettent pas toujours de couvrir l'ensemble des besoins en développement des compétences que nous pouvons avoir. De plus, il y a aussi un facteur aggravant pour nombre de sociétés de distribution d'eau et d'assainissement et même d'électricité. Eh bien, c'est celui de la pyramide des âges qui est vieillissante, dû notamment à un arrêt des recrutements pendant les périodes d'ajustement structurel. Cela induit aujourd'hui des besoins de recrutement qui sont souvent supérieurs aux possibilités locales. Eh bien, c'est dans ce contexte que Veolia a co-construit et continue de co-construire systématiquement une stratégie de développement des compétences qui est adaptée à chaque pays dans lequel nous opérons. Nous faisons clairement de notre politique de formation un vecteur de notre performance plurielle. Derrière Ressourcer le monde, on a clairement aujourd'hui une raison d'être qui s'articule autour de notre performance plurielle. En fait, nous donnons la priorité au développement du professionnalisme et des compétences et par ailleurs, nous contribuons à forger une culture d'entreprise apprenante. Tout cela pour favoriser l'autonomie et surtout la cohésion sociale. Alors, pour construire et mettre en place ces stratégies de développement des compétences, nous intervenons sur place déjà, avec bien évidemment l'implication des acteurs locaux. L'adaptation et l'appropriation des méthodes et des expertises de Veolia sont pour nous de véritables facteurs clés de succès et c'est pourquoi nous proposons à chaque fois une approche méthodologique à la fois rigoureuse et agile pour tenir compte de chaque contexte local. Je vous donne un exemple. En 2014, au Niger et au Gabon, nous avons engagé une démarche qu'on appelle chez nous la démarche de prospective des métiers et des compétences avec les managers opérationnels et les fonctions support de chaque société. Donc, ce sont des workshops, des ateliers de 2 jours qui nous permettent en fait d'anticiper le plus en amont possible les besoins en développement des compétences et cela en travaillant sur les évolutions prévisibles internes et externes de chacune de nos sociétés pour, au final, à la fin du workshop, en déduire les modalités d'acquisition qui relèvent de la fonction formation et aussi des besoins en recrutement. Donc, à chaque fois, nous analysons qualitativement et quantitativement les enjeux opérationnels, commerciaux, techniques, organisationnels, financiers et humains sur 5 ans. Les résultats que nous formalisons de ces réflexions deviennent pour le coup un véritable cadre de référence pour l'élaboration du plan de formation triennal de nos sociétés. Là, au Niger, au Gabon, on le révise chaque année, ce plan. C'est aussi ce que l'on a fait au Maroc, mais je laisserai mon collègue Faisal en parler tout à l'heure. La formalisation d'un plan de formation continue chez nous, elle est obligatoire dans chacune des sociétés dans lesquelles nous opérons. C'est pour nous le gage du renforcement des capacités individuelles et collectives de chaque collaborateur. Et quel que soit le pays où Veolia est présente en Afrique, le plan de formation s'articule principalement autour des axes stratégiques
qui sont l'excellence opérationnelle, la clientèle, la responsabilité sociétale de l'entreprise, la qualité, l'hygiène, la santé et la sécurité, et l'environnement, et puis aussi l'intégration du digital. Alors, pour vous donner une idée, l'investissement en formation chez nous se situe en moyenne entre 2,6% et 3% de la masse salariale, parfois plus, pour répondre notamment aux exigences que je viens d'expliquer. Chaque employé chez nous est formé en moyenne entre 2 à 5 jours par an. En Guinée, par exemple, nous avions formé plus de 1000 agents sur une année qui étaient tous inscrits sur le plan de formation 2017-2018 et notamment sur le champ des habilitations électriques. Par ailleurs, pour répondre aux besoins importants de formation en Afrique, Veolia a développé un réseau de formateurs internes locaux. Ces formateurs internes sont accompagnés et suivis par des formateurs externes du réseau des campus Veolia. Il faut savoir que nous avons un ensemble de campus Veolia dans le monde. Donc, on identifie des formateurs localement, nous les formons, puis nous les labellisons campus Veolia après une ou plusieurs formations tests. Ce réseau est puissant, ce réseau de formateurs internes est puissant parce qu'il favorise fortement pour nous le développement d'une culture apprenante. Et pour répondre par ailleurs aux besoins croissants de développement des compétences dans les métiers de l'eau, de l'assainissement, l'électricité, puis aussi des déchets, les pays dans lesquels Veolia œuvre ont aussi besoin de se doter de véritables plateformes de développement des compétences qui soient capables de rayonner et s'ouvrir sur leur pays, voire même au niveau de leur sous-région pour certains d'entre eux. Eh bien, en tout cas, c'est l'ambition que s'est donnée Veolia au Maroc en développant des centres de formation d'excellence. Et c'est mon collègue Faisal Dalil qui va vous en parler dans un instant. Vous l'aurez compris, si Veolia a engagé une politique forte de développement des compétences, c'est parce que l'investissement dans la formation correspond bien pour nos entreprises à un besoin vital de pérennité et de création de compétences in situ. Et je laisse la parole à mon collègue Faisal Dalil. Merci Sandrine. Faisal, so after this global overview of the role of Veolia, perhaps Faisal can zoom in on your specific experience in Morocco, please. Très bien, merci beaucoup. Vous m'entendez? Parfaitement, oui. Très bien, parfait. Bon, d'abord, je vous remercie pour cette organisation et surtout pour ce thème qui est, on est d'accord, d'une grande envergure et d'une grande importance pour le monde entier et surtout pour notre zone, pour l'Afrique. Donc, moi, aujourd'hui, je vais parler au nom de Veolia Maroc. Donc, Veolia au Maroc aujourd'hui opère sur plusieurs domaines d'activité. Mais moi, je vais parler du secteur de distribution d'eau et d'assainissement et d'électricité. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Veolia gère à travers des contrats de gestion délégués trois villes, Tanger, Tétouan et Rabat. Donc, il s'agit, comme j'ai dit, de la distribution d'eau et d'électricité et d'assainissement. Donc, dans un secteur qui compte au total 16 régies et délégataires. Avec nos confrères de l'ON2E, on couvre la totalité du royaume, c'est-à-dire de Tanger à Dakhla, contrairement à une petite erreur sur la carte d'un intervenant précédent, donc qui couvre tout le royaume. Donc, comme j'ai dit, moi aujourd'hui je vais parler surtout d'Amendis parce que c'est l'entreprise qui porte le projet Alternance d'Amendi. Donc, l'arrivée Veolia au niveau Maroc a commencé à gérer ce secteur depuis 2002 et on compte aujourd'hui presque 4000 collaborateurs sur les 3 villes. Passe. Donc, comme vous voyez, on intervient sur tous les métiers liés à l'eau, l'assainissement, l'électricité. Avec l'arrivée de Veolia, plusieurs infrastructures, plusieurs ouvrages ont eu naissance pour couvrir la totalité de nos processus. Passe.
Donc, des stations de traitement, des stations de pompage, des réservoirs, des postes sources. On passe. Donc, le projet alternance. Ce projet, comme l'a bien expliqué ma collègue Sandrine Foucault, il repose sur un besoin qui est commun entre tous les acteurs du secteur, un besoin de ressources humaines ou de profils pointus. Un besoin surtout porté aussi par deux visions, donc les orientations royales en termes d'adaptation de la formation aux offres d'emploi et surtout il repose surtout sur la raison d'être et une utilité sociale qui est portée personnellement par le président du groupe Veolia. Donc, un besoin. Aujourd'hui, le secteur, il compte presque 12 000, un peu plus de 12 000 collaborateurs. Comme j'ai dit, rien que pour Amendis et Redal, on a 4 000 collaborateurs. Une grande partie de ces collaborateurs, pour ne pas dire les 2 tiers de ces collaborateurs, vont connaître dans les prochaines années des départs en retraite massifs d'ici 2026-2028 avec un pic en 2024. C'est vrai en termes d'offres de formation avec nos partenaires de l'OFPPT, il y a un certain nombre de métiers et de spécialités qui sont proposés, mais même si on met en place des parcours de formation adaptés pour essayer un petit peu de combler de combler le manque et de préparer les lauréats à nos futurs, on reste un peu en déphasage par rapport aux exigences du secteur. Donc, Veolia avec un certain nombre d'acteurs, on va voir par la suite, on peut passer, avec un certain nombre d'acteurs, donc le ministère de l'Intérieur, l'OFPPT, l'Académie de Paris et le réseau et le groupe Veolia à travers le réseau de campus ont mis en place un projet de formation en alternance qui s'étale sur 2 années. Donc c'est un processus qui prend en considération qui a choisi en termes de configuration le cycle alterné, un processus qui démarre par une première année par un tronc commun et qui passe par la suite à une 2e année où les étudiants auront à se spécialiser et en fonction de leur évolution et en fonction de leur intérêt. Donc, chaque étudiant aura le choix de choisir soit l'hydraulique, soit l'assainissement, soit l'électricité. Donc, c'est un projet qui a eu lieu l'année dernière. Donc, la première promotion a intégré le centre de formation qui est basé à Tétouan l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont déjà en 2e année et il y a 1 mois et demi, on a accueilli la 2e promotion. Donc, entre la première et la 2e promotion, on a aujourd'hui 60 étudiants qui sont en train d'être formés au niveau d'Amendis. On passe. Donc là, la plateforme ou le centre qui assure cette formation, c'est notre centre de formation au niveau de Tétouan. C'est un centre qui a été créé en 2017. Essentiellement, il était spécialisé pour la formation des collaborateurs, dans le cadre de la formation continue. Un centre qui a connu plusieurs projets structurants et il s'est préparé par la suite à accueillir, comme j'ai dit, ce projet structurant très, très important pour le secteur. On passe. Donc, c'est un projet, aujourd'hui, il est géré au niveau d'Amendis, il est porté par un certain nombre de partenaires comme je vous ai expliqué. Il s'agit d'une première expérience, une expérience qui est suivie vraiment de près de la part de notre partenaire du ministère de l'Intérieur. On est en phase de conception pour un autre projet avec une dimension plus importante qui va voir le jour dans les prochains mois au niveau de Rabat, qui va viser justement les mêmes métiers, les mêmes spécialités pour préparer et justement combler ce manque en compétences en termes d'électricité
et d'eau et d'assainissement. Donc, c'est un premier projet et il est en cours de développement pour être dupliqué à Rabat avec une dimension plus importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faisal, pour ces informations très pertinentes pour le contexte du Maroc. Et je vois que vous travaillez aussi sur le même dossier de l'eau potable, l'assainissement, l'électricité, qui est en fait le fondement aussi de l'ONE au Maroc. Donc, le groupe Veolia semble avoir une couverture qui est pratiquement identique à ce que fait l'ONE au niveau du Maroc en particulier. Many thanks then for sharing your insights and the point of view of Veolia in this. We would like now, and last but not least, to turn to our friend from the European Union delegation in Dakar, Senegal. Daouda, if you can tell us what has been the role of the youth in the process of promoting sustainable resource management during the drinking water and sanitation project in Senegal that you've been involved in, please. Merci, j'espère que vous m'entendez très bien. Très bien, oui. Oui, donc tout d'abord, merci de nous convier à cette rencontre qui me semble très pertinente au regard des questions de jeunesse, des questions de migration et des questions d'eau. Je rejoins également tous les autres intervenants sur la question de la formation et de la gestion des systèmes d'eau. Je me demande si on ne s'était pas parlé parce que j'ai des points de vue qui recoupent un peu tout ce qui a été dit auparavant. Donc, quel a été le rôle de la jeunesse dans le programme d'eau qui vient juste de finir, qui a été l'un de nos plus grands projets de ces 5 dernières années au Sénégal? Pour d'abord camper le décor, on a eu un projet qui a eu une approche programmatique, c'est-à-dire qu'on a essayé de baliser un peu tous les aspects sectoriels qui existaient, tout ce qui est accès à l'eau, accès à l'assainissement, gestion intégrée des ressources en eau et le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'eau. Et notre objectif était qu'il fallait aussi voir comment est-ce qu'on pouvait réduire les inégalités. Donc, le programme a été beaucoup mis en œuvre dans une zone où l'accès à l'eau et à l'assainissement était le plus en retard au Sénégal, dans 3 villes du pays. Donc, ce que je voulais élever aussi, au Sénégal, il y a une dynamique de restructuration institutionnelle de l'eau, du secteur de l'eau, dans lequel il y a le pays est divisé en zones et ces zones vont être déléguées à des opérateurs. Donc, il y a une dynamique de professionnalisation du secteur de l'eau qui fait qu'on partira du système de gestion communautaire vers un système de gestion professionnelle de l'eau. Donc, au cours de cette dynamique, quel a été le rôle des jeunes? Donc, le rôle des jeunes, comme notre programme était un programme essentiellement d'accès à l'eau et à l'assainissement, donc le rôle que les jeunes ont joué ont été essentiellement des rôles de mobilisation sociale, tout ce qui est mobilisation, information, dynamique locale et autres, tout ça. Ce sont les jeunes qui étaient beaucoup plus impliqués parce que les entreprises qu'on a recrutées, surtout les entreprises en charge de ces questions, ont beaucoup plus axé leur action en mobilisant les jeunes. Il y a eu aussi des actions en matière d'assainissement parce que la question de la jeunesse, il faut la commencer peut-être à la base. Il y a eu aussi la création au niveau de certaines écoles, des clubs d'hygiène dans les écoles pour sensibiliser déjà en amont les jeunes à la question de l'hygiène et à l'assainissement, des jeunes qui vont transmettre cette dynamique-là aussi au sein des familles. Et il y a eu aussi l'organisation de concours d'école propre, de génie en herbe, d'émulation. On a essayé de créer une sorte d'émulation entre les jeunes pour pouvoir créer cet engouement, cette prise de conscience déjà au niveau des bas âge, avec des concours aussi artistiques entre les écoles, en plus de la formation des acteurs.
comme nous avons fait un projet d'infrastructure, ça a mobilisé beaucoup plus aussi tout ce qui est emplois locaux. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique aussi de formation de tout ce qui est compétences locales, c'est-à-dire des formations des maçons au niveau local, pour les impliquer dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités, par exemple la construction des latrines ou dans les écoles ou dans les familles. Donc, créer en fait une dynamique locale, un marché local, des choses de construction de latrines, parce que je ne l'ai pas dit auparavant, au Sénégal, il y a une stratégie qui vise vraiment à transférer la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, la construction des latrines de l'État vers les populations, donc créer un marché, marketing de l'assainissement. Donc, il y a toute cette dynamique locale, la création, la mobilisation des femmes, des magasiniers. Donc, vraiment, il y a toute une dynamique locale autour des caravanes de sensibilisation, où c'est les jeunes qui sont impliqués. Quand la question de la gestion intégrée des ressources en eau, voilà, les communes, on a incité les communes à avoir des points focaux GIR dans les communes, des jeunes qui ont été mobilisés pour faire un recensement, par exemple, des ouvrages hydrauliques. On les a formés avec des tablettes qui ont été mises à la disposition, à digital, pour recueillir les informations de manière digitale. Et tout ce qui est aussi gestion des eaux de surface, les cours d'eau et autres, tout ça, comment relever de manière électronique, numérique, les informations sur les niveaux des eaux. Donc ça, ce sont des dynamiques qui ont été mises en œuvre au cours du projet. Donc, à titre d'information, on a essayé un peu de faire juste une estimation de toute cette dynamique de mobilisation de jeunes, quels sont les volumes d'emplois qui ont été créés. Quand on prend, par exemple, le volet eau, par exemple, on estime qu'on est autour de 600 emplois. Dans le volet assainissement, comme ça mobilise beaucoup plus des personnes et des personnes en termes de sensibilisation et autres, il y a au moins 1500 emplois, avec beaucoup, ces emplois, quand vous regardez, presque 70% sont des emplois dédiés aux jeunes. Maintenant, la seule problématique qui se pose, c'est que c'est la question de la durabilité des emplois. C'est-à-dire que c'est des emplois qui sont créés effectivement au cours du projet. On a eu une centaine d'emplois où c'est des emplois durables, mais la majeure partie des autres emplois sont des emplois temporaires. Donc, il y a une dynamique de comment transformer, comment tous ces emplois qu'on crée soient pérennes dans le temps. Et ce qui m'amène à le dernier volet de ma présentation, quelle est en réalité la perspective que nous avons constatée au cours de ce projet. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a une opportunité réelle où, avec les nouveaux acteurs qui arrivent dans les secteurs, il y a vraiment un besoin réel de personnel qualifié en termes de plomberie, parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne sont plus demandeurs de points d'eau communautaires. Les gens veulent des points d'eau dans les familles. Donc, il y a la nécessité d'avoir des professionnels qui puissent faire ce travail-là. Donc, face à ces deux défis, donc pour moi, il y a deux perspectives. Il y a la perspective de la formation professionnelle, parce que tout ce qui est métier lié à l'eau que je disais tantôt, tout ce qui est question de professionnels, de gestion économe de l'eau, par exemple, comment est-ce qu'on peut, la question de la sécurité sanitaire de l'eau, parce que ça fait partie d'une dimension importante de la gestion des ressources en eau aujourd'hui, parce que une des remarques, c'est que dans les zones où nous sommes intervenus, la qualité de l'eau, la qualité chimique de l'eau joue beaucoup sur la dégradation des ouvrages. Donc, vraiment, il y a beaucoup de compétences et autres qui sont nécessaires et qu'il faut vraiment orienter la formation professionnelle vers cette dynamique. Le second aspect, et qui va être le dernier point de mon intervention, c'est la question du numérique, parce que toute cette dynamique aujourd'hui et de l'opportunité du numérique doit être saisie pour transformer qualitativement la gestion qui va être faite. Par exemple, vous avez tout ce qui est relevé
en termes de relevé, en termes de données, la prise de décision, comme notre collègue de l'ambassade de Enabel l'a relevé, tout ce qui est paiement, il faut faciliter les paiements parce qu'on se rend compte aujourd'hui sur le terrain, en termes de paiement, que les opérateurs qui ont été mis en place, ils ont du mal à mettre en place un service commercial pour que les usagers puissent payer. Donc, il faut faciliter en fait les modes de paiement, les modes de facturation. Et comment est-ce qu'on peut même gérer en matière d'optimalité à consommation énergétique. Donc, tout ça, c'est des dimensions qui, en fait, pour nous pensons que c'est des perspectives nouvelles dont il faut vraiment beaucoup profiter pour que ces emplois qu'on a créés, qui sont des emplois à temps plein, puissent être des emplois plus durables et professionnels, avec le risque, effectivement, que avec la création d'emplois aussi, la digitalisation, bon, il y a un changement de métier, il y a de nouveaux métiers qui vont forcément apparaître. Il faut forcément anticiper sur ces métiers-là et s'adapter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daouda. It's an excellent point, and it's a very fitting way to close the debate. It's now 3:30. I would like first to start by giving a big round of applause to each one of you for the time that you have spent, your expertise that you have shared with us. Jen, Nader, Abderrafi, Paul, Laurence, Sandrine, Faisal, and Daouda, thank you very much for sharing your experience, expertise in this, but you are not off the hook just yet. There has been also in parallel, as we were discussing, quite a vibrant Q&A in parallel using a special Q&A room of the platform. I see that there were participants from all over the continent. In fact, there was even some participants from the United States, but in Africa alone, there has been participants. I've written down some names that I could see online, the Ethiopia, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Rwanda, Morocco, Cameroon, Tunisia, of course, in addition to Morocco and so on. So it's amazing to see how wide this event has reached out. I welcome, of course, all the participants, and moving now to the Q&A that we have received. I would like, the colleagues have been then filtering the questions in the background as we were talking. Most of the questions, as a matter of fact, have been dealt with directly using the Q&A platform. So I hope that those who raised these questions were satisfied with the answer that they received, but we do have still a few questions that will be then routed to some of you in particular in view of your respective interventions during the debate. So talking of the first panel first, there's a question that is aimed at Mr. Mahdi. I will read the question in the language in which it has been formulated. So the question to Mr. Mahdi is in French. It says, serait-il possible de proposer la formation H2O Maghreb au Cameroun, notamment dans le cadre des filières des métiers du bois, de l'eau, de l'environnement, de l'université de Chang, donc une université particulière au Cameroun. Monsieur Mahdi, s'il vous plaît. Merci. Donc, je ne peux que confirmer notre disponibilité pour travailler ensemble avec tout partenaire qui montre la volonté de pouvoir transposer l'expérience du projet H2O Maghreb localement. Donc, au Cameroun, ça ne fera que plaisir, énormément plaisir. Il va falloir qu'on maintienne le contact ensemble de manière tripartite. Donc, la partie camerounaise qui souhaite travailler avec nous, nous-mêmes au sein de notre institut, et puis l'UNIDO, le bureau de l'UNIDO au Maroc, pour pouvoir essayer de mettre une feuille de route et débattre de manière plus détaillée sur les possibilités. Je précise que, de passage, que l'ONE et notre institut a beaucoup travaillé au Cameroun, notamment avec la Camerounaise des eaux, et nous avons pu réaliser sur place des formations. Donc, par rapport à ça, je veux préciser que nous connaissons très bien le contexte camerounais, et ça nous fera, personnellement, ça me ferait plaisir de renouer avec un pays, le Cameroun, qui m'est très cher. Et merci.
Merci Abderrafi. Next question then is aimed at Nader. Liberia, so one more country in my list. Liberia is well endowed with surface and rainwater. What strategies would panelists recommend regarding TVET, technical and vocational education and training curricula and learning systems development? Nader, please. Merci. Alors, moi, je proposerais tout d'abord de voir le marché de travail dans le domaine de l'eau et l'assainissement de l'eau. C'est surtout important de voir le besoin. Je pense que cela a été mentionné également, de voir les plans à moyen terme de 4 ou 5 ans, à ce que justement les opérateurs de l'eau ont prévu pour promouvoir ou développer le secteur de l'eau. Alors, le besoin en ressources humaines, c'est important de le définir. Et une fois que cela est défini, le deuxième pas serait de voir si on peut résoudre ce challenge, ce défi, sous forme de, je dirais, formation continue. Alors, c'est, je dirais, le chemin le plus court, c'est le chemin le plus rapide. C'est le chemin qui permet justement d'intervenir relativement rapidement aux besoins de ressources humaines et compétentes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement de l'eau. Et si cela satisfait, parfois ça satisfait la demande d'une nation ou d'un pays ou d'une région, et si cela n'est pas le cas, à ce moment-là, voir si on peut aller même au-delà et intégrer ça sous forme d'une cursus à part entière, d'un profil de formation à part entière, un petit peu du mode que nous avons fait au Maroc, pour vraiment, à partir de baccalauréat, de définir un technicien supérieur dans le domaine de l'eau et technique de l'eau. Et ça, c'est comme ça que je le ferai. Mais je pense que ce qui est important ici, c'est vraiment le pontage, le lien entre le monde éducatif et le monde de travail. C'est très important et impératif d'avoir ce lien et ce transport de communication de besoins. C'est là ce qu'on appelle justement de mettre le besoin et la demande en même temps au niveau de formation professionnelle, formation technique dans un pays donné. Thank you. Merci, Nader. The next two questions are aimed at the second panel. So the first one is aimed at Paul Orengo. So Paul, the question is, how can youth push governments to establish capacity building programs? Please. Well, what an interesting question. I think the best way to advance the youth agenda, especially with regards to skills capacity, is to demonstrate by themselves their own capability as the youth. As I said in my brief remarks, the biggest challenge is the communication divide between generations. And to a large extent, the political leadership in many countries in Africa is not constituted by youthful populations. So that brings about a misunderstanding. And I think the youth can demonstrate their commitment and their availability to support and hopefully champion that through available policy formulation frameworks, which of course, as you know, differs from one country to another across the 55 countries in Africa. Thank you. Thank you, Paul. The last question then currently is aimed at Ms. Janssens. Laurence, pouvez-vous apporter des précisions sur l'intervention de votre projet dans le domaine des unités de dessalement autonomes? S'il vous plaît. Merci pour la question qui reste quand même assez large. Par rapport aux unités de dessalement autonomes, il est très clair qu'elles ne sont utilisables que dans des régions où il n'y a aucune autre alternative pour avoir de l'eau potable. Ici, on s'appuie sur un brevet qui nous permet d'avoir des unités de dessalement, d'installer des unités de dessalement dans des containers, comme vous l'avez vu, qui sont des toutes petites unités qui sont pour des populations de 1000, 2000 personnes. L'idée, c'est d'avoir du dessalement sans batterie, comme je l'ai dit dans la présentation, et ce n'est possible que pour autant qu'on ait de l'énergie renouvelable. Parce que dans certains des endroits où on les a installés, il n'y a même pas l'accès à l'électricité
par l'électricité du Mozambique. Donc, c'est le seul alternative qui existe. C'est innovant parce qu'en général, cette technologie est utilisée pour le dessalement d'eau de mer, qui est beaucoup plus simple que pour de l'eau comme nous l'avons fait dans des régions éloignées et remotely. Je peux partager plus d'informations, mais il faudrait être plus précis sur la question. C'est un peu général. Mais merci quand même de l'avoir posé. Merci, Laurence. I'm certain that this kind of debate will trigger quite a number of questions and more advanced questions even from the participants. And I hope that that will not be the end of it, that there will still be a flow of communications that will go from the audience, from the participants to you, the panelists, the experts in your respective domains, and that can ensure some concrete follow-up to some of the ideas that have been discussed today. There's been a fascinating conversation with so many very good stories and examples and concrete illustrations on how to successfully address water challenges across the continent. Again, I would like to thank each and every one of you for your dedication, your time, for sharing your knowledge and expertise in this particular field. On the side of the organizers here, we would like to leave you with some key takeaway messages of the session. Three only. One is that the delivery of demand-driven and innovative technical programs contributes to transferring adequate technical skills to youth and professional water specialists and to improving water resource management in developing countries. I think we have made the case of this benefit today. The second is that through public-private partnership modalities, the private sector can play an instrumental role in delivering quality public services and generating a positive development impact while harnessing new market opportunities. There also the case has been made. And the third point is that the exchange of best practice and increased alignment of activities amongst development actors regarding skill development and the use of technology has the potential to increase impact in Africa's water sector. So with this, I thank you again, all of you, the audience, the speakers, the panelists, all of you for joining us from around the world and for attending and posing such interesting questions. We, on behalf of my colleagues at UNIDO, we are very grateful for your attention and we hope that you found this useful. Feel free to reach out to any one of us for any additional information on this event after the webinar. Thank you very much indeed, and I wish all of you a nice end of the day. Thank you. Merci et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Thanks very much. Et au revoir. Au revoir. Flora, are you there? Hello? Yes, I am. Hi. Hi, Flora. Hi, Stefan.